Les conditions de la procréation et de la naissance ont été radicalement modifiées depuis 50 ans, sous l'influence d'un contexte social et culturel marqué par ce qu'on appelle la révolution sexuelle, qui s'est traduit, côté maternité, par le fameux slogan « Un enfant si je veux et quand je veux ». L'autre évolution majeure, ce sont les progrès scientifiques en matière de procréation, grossesse et de la santé de l'enfant à naître. La loi et la médecine ont été convoquées dans l'intimité des couples et des personnes, et c'est ainsi qu'a été inventée l'expression santé reproductive qui, outre la santé maternelle et infantile, englobe les techniques de contraception, stérilisation ou d'avortement. De nouvelles normes procréatives ont ainsi émergé. En quoi est-ce qu'elles garantissent ou affectent la dignité humaine? C'est la question que nous nous posons. Premier constat, le contrôle de la fertilité est organisé, vécu comme une norme sociale et sanitaire. Concernant la procréation, l'enfant programmé, planifié est devenu la norme. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessité d'exercer une maternité et une paternité de manière responsable, mais de s'interroger sur cette injonction à utiliser ces modalités médicales pour bloquer la fécondité et la procréation. Pilules, stérilés, patchs, implants, des millions de femmes en bonne santé se sont vues prescrire des hormones de synthèse. C'est la crise des pilules de 3e et 4e génération qui a été un tournant en 2013. Une nouvelle génération de femmes souhaite ouvrir de nouveaux chemins. Elles ont fait les frais de la médicalisation de leur corps, subie dès leur jeune âge. Dans son ouvrage « J'arrête la pilule », la journaliste Sandrine Debusca constate « Les hommes aiment la pilule parce qu'elle les dégage de toute responsabilité et leur permet de profiter du corps des femmes. » Elle souligne ainsi le déséquilibre qui s'est installé dans les relations au détriment des femmes. En matière de dignité, la philosophe écologiste Marianne Durano souligne que la mentalité technicienne dissocie la femme de son corps. Alors que la fertilité continue est l'apanage des hommes, les rythmes féminins, au contraire discontinus, peuvent se révéler une chance pour exercer une maternité authentiquement responsable. Et elle plaide pour la possibilité d'une sexualité authentiquement égalitaire, tenant compte de ce corps à corps fécond qu'est l'acte sexuel. Alors, ça demande d'impliquer les hommes dans le respect de la temporalité du corps des femmes, et c'est un enjeu social et écologique qui pourrait renouveler le rapport à la sexualité et à la vie. D'autant que, autre conséquence d'une approche technicienne, l'échec de planification des naissances est devenu plus difficilement acceptable. Il conduit plus systématiquement vers l'avortement. La maîtrise de la fécondité se révèle en fait illusoire. Oubli de pilule, rupture de préservatif, grossesse sous stérilet ou sous pilule. 72% des femmes qui avortent disent suivre une méthode de contraception quand elles ont découvert leur grossesse, selon l'INED, Institut national d'études démographiques. Les cas sont finalement nombreux de grossesses imprévues, jeunes, moins jeunes, en couple stable ou pas. Les situations sont variées. Un article du blog Mediapart titré récemment « S'opposer à l'avortement est une atteinte à la dignité et au corps des femmes ». Ou encore cette gynécologue militante « L'avortement fait partie de la vie des femmes ». Cette vision fait l'impasse sur la réalité de la procréation et de l'empreinte qu'elle imprime très précocement dans le corps et le psychisme féminin. On a constaté un glissement progressif de la notion de détresse, invoquée pour légiférer sur l'avortement, à la notion de grossesse désirée. Et ce vocabulaire ne traduit pas l'ambivalence et l'évolution du désir, comme si le désir était quelque chose de très clair. En fait, le corps en dit long, et la découverte d'un test de grossesse positif est toujours un moment émotionnel intense, que la grossesse soit bienvenue ou pas. En fait, la femme prend conscience de la réalité et psychologiquement, à son insu, des ressorts profonds se mettent en place, en plus du ressenti physique qui va se révéler progressivement. La plupart des femmes, d'ailleurs, ont bien conscience que la vie d'un nouvel être humain est inaugurée. Et face à une grossesse imprévue, ça va se traduire par ces sentiments contradictoires, à la fois de fierté, de joie, mais aussi de panique, de peur face à leur situation globale.
Et nous constatons que ces sentiments de relation maternelle, inscrits dans le corps et le cœur, peuvent se révéler profondément blessés après un avortement. En fin de compte, face à la décision irréversible qu'est l'avortement, ne pas prendre en compte cette ambivalence est une grave atteinte à la dignité et à l'identité même de la femme. En réalité, beaucoup de femmes se sentent jugées, rejetées quand elles révèlent une grossesse non planifiée et éprouvent aussi un grand sentiment de solitude. Et nous sommes très frappés par la place prééminente des hommes dans la réflexion des femmes et leur réaction négative, plus ou moins violente, à l'annonce d'une grossesse non décidée est très angoissante pour les femmes. Est-ce que ce serait égoïste de poursuivre cette grossesse alors que lui, l'homme, n'en veut pas, que cet enfant n'aura pas de papa? Voilà les questionnements. Et alors qu'on prétendait libérer les femmes, eh bien très souvent, elles sont sommées de choisir entre le conjoint et le bébé. Et puis souvent, c'est en balance les études pour les plus jeunes, mais aussi la situation matérielle ou encore l'absence de couple. Le fait que l'avortement soit revendiqué comme un droit fait perdre le caractère d'atteinte à la vie dans la conscience collective. Cela tend à déresponsabiliser les hommes de toute réflexion à faire face à l'imprévu et puis à prendre en compte les conséquences sur leur compagne qui affectent profondément et durablement la vie de certaines, ainsi que, on le sait aussi, la vie de certains hommes. Plus globalement, la société se désintéresse des détresses réelles que peuvent ressentir les femmes et les couples. En absence de soutien, beaucoup considèrent l'avortement comme un devoir. En matière de dignité, ce qui pouvait aider les femmes à prendre un peu de recul face aux pressions, notamment les pressions extérieures, a été supprimé de la loi. La notion de détresse, de délai de réflexion ou encore la proposition des aides et des droits pour les femmes enceintes ont été supprimés. Il est maintenant supposé qu'une femme qui se rend à une consultation d'avortement est clairement décidée. Et c'est ainsi que les révisions successives des lois visent toujours à plus faciliter l'avortement, soit en le précipitant avec l'avortement médicamenteux, c'est 70% des IVG en France, et qui doivent être pratiquées avant 7 semaines de grossesse, dans des conditions particulièrement discutables quant à la prise en charge de la douleur, soit en allongeant les délais. Une proposition de loi préconise actuellement d'allonger les délais de 12 à 14 semaines de grossesse. Et même en cas de détresse dite psychosociale, de faire avorter des femmes jusqu'à la naissance, comme le prévoit un amendement voté dans la loi de bioéthique qui est en cours d'examen en France. Ce qui a provoqué d'ailleurs un électrochoc chez des personnes de tous bords. Pourtant, les chiffres de l'IVG qui sont au niveau le plus élevé en France, 232 000 avortements, soit une grossesse sur 4, devraient faire réfléchir. Ils montrent que les femmes aux revenus les plus faibles y ont davantage recours, d'autant que la grossesse peut les précipiter dans la précarité. En fait, tout un champ de la prévention de l'avortement, par l'accompagnement, le soutien et l'écoute, est déserté par les pouvoirs publics. Et c'est un axe de travail majeur que nous conduisons à Alliance Vita. Et cette situation est d'autant plus paradoxale que nous sommes témoins en même temps d'un véritable investissement des professionnels, des pouvoirs publics pour accompagner les grossesses au mieux, y compris dans des situations sociales difficiles ou médicales extrêmes. Ce qui va faire basculer la femme dans le champ de la maternité, c'est que la grossesse soit désirée. Et ce qui conduit au deuxième constat, concernant la grossesse, la santé de la mère comme celle de l'enfant à naître sont très suivies médicalement. Et c'est un point extrêmement positif qui a permis de réduire drastiquement la mortalité maternelle et infantile. Et certains d'entre nous doivent d'ailleurs leur vie à ces progrès. Cependant, depuis quelques années, l'hypermédicalisation de la grossesse et de l'accouchement sont remises en cause, à l'instar des courants qui revendiquent que la grossesse et la naissance soient reconnues comme un phénomène naturel et pas tant comme une pathologie. Alors, côté positif, la prise en compte de la place du père dès la grossesse et à la naissance vient équilibrer les rôles paternels et maternels autour de l'enfant. Et puis, depuis 5 ans, plus tardivement que dans d'autres pays, la France expérimente ce qu'on appelle les maisons de naissance,
des structures plus légères sous la responsabilité exclusive de sages-femmes qui accueillent, suivent les femmes enceintes désireuses d'avoir un accouchement physiologique, moins médicalisé, quand bien sûr les grossesses ne présentent aucun facteur de risque. L'autre versant de cette médicalisation, c'est la manière dont le fœtus est examiné à toutes les étapes de la croissance par les techniques de dépistage et de diagnostic prénatal. En positif, grâce au diagnostic anténatal, plus de 10 000 nouveau-nés sont pris en charge dès la naissance chaque année. Dans la réalité, la pratique actuelle du dépistage prénatal rend un grand nombre de grossesses anxiogènes. Et de manière générale, la médecine est dans une grande tension entre le soin à apporter aux petits patients et puis la proposition d'avortement en cas de handicap, et qui est autorisée par la loi jusqu'à la veille de la naissance en France, c'est-à-dire jusqu'au 9e mois de grossesse. Et cette situation est d'autant plus critique qu'un certain nombre de diagnostics sont posés alors que la médecine n'est pas en capacité d'agir avant la naissance, et c'est vécu avec une grande violence pour les parents qui se sentent si impuissants. Et dans ces cas, cette interruption médicale de grossesse est souvent considérée comme une décision médicale à laquelle les parents ont du mal à résister. Ces techniques de diagnostic conduisent à pratiquer environ 7000 interruptions médicales de grossesse, donc ces avortements tardifs chaque année, avec un dépistage systématique de certaines pathologies, comme la trisomie 21, qui est le handicap le plus emblématique. 96% des fœtus diagnostiqués sont avortés. Et la pression risque de s'accroître dans les prochaines années avec le développement de tests génétiques toujours plus précis. En matière de dignité, aujourd'hui, ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui témoignent souffrir, ressentir une remise en cause de la légitimité de leur propre vie, et certaines d'ailleurs ont rejoint Alliance Vita pour faire entendre leur voix. À ce stade, toute politique en faveur de soutien des personnes handicapées et puis de recherche médicale ne peut aujourd'hui faire l'économie de cette réflexion sur la tentation d'eugénisme qui traverse notre société et qui affecte gravement la dignité des personnes handicapées. Et puis, quand l'enfant ne vient pas, ce sera mon dernier constat, c'est l'emprise croissante des techniques de procréation artificielle pour répondre aux situations d'infertilité. Alors, ces techniques se sont développées au détriment de véritables recherches sur les causes de l'infertilité et sa prévention, qui devrait pourtant être un objectif majeur de santé publique. On sait que l'environnement, notamment les perturbateurs endocriniens, peuvent avoir un effet sur l'infertilité, mais aussi nos modes de vie qui conduisent à retarder la maternité avec un âge moyen qui frôle 31 ans dans les pays occidentaux. Ces techniques, insémination ou fécondation in vitro, constituent un basculement majeur dans l'approche de la procréation. Elles visent non pas à guérir les couples, mais à se substituer à eux au prix d'évacuer l'union sexuelle de la procréation. Le médecin se transforme ainsi en procréateur, et puis les différentes étapes de la procréation sont éclatées, dissociant l'implication de l'homme et celle de la femme, et puis aussi l'embryon de sa mère. Alors, si ces techniques donnent à des parents la joie d'avoir un enfant tant espéré, les couples témoignent d'un parcours du combattant, et puis aussi faire face à des questionnements existentiels qu'ils n'ont pas toujours anticipés, comme la surproduction d'embryons, et nous sommes témoins de l'impasse et la souffrance de certains parents face au devenir de leurs embryons avec la fécondation in vitro. Les revendications des enfants qui demandent la levée de l'anonymat du don de gamètes doivent nous alerter sur le mal-être provoqué par cette rupture intentionnelle du lien biologique avec un de ses parents. Et ce qui s'annonce avec la prétendue PMA pour toutes va encore plus loin dans la dissociation en supprimant carrément toute présence paternelle de la vie de l'enfant, et ça inaugure un droit à l'enfant qui met à mal la dignité humaine. Un couple confié, que faire? On ne veut pas faire n'importe quoi et s'engager les yeux fermés dans un processus de PMA sans explorer toutes les voies. Et il résume bien combien la perspective de guérison devrait mobiliser la médecine de la procréation, sachant que avec la PMA, la moitié des couples n'ont pas d'enfants à l'issue. Alors, de nouvelles approches comme les naprotechnologies émergent
avec pour souci premier de restaurer la fertilité et de préserver l'union des couples dans la procréation. En conclusion, à l'époque de l'emprise technique sur la vie humaine et des possibles dissociations qu'elle réalise, que ce soit pour l'empêcher de naître ou de la faire advenir à tout prix, l'unité de l'être humain est plus que jamais un enjeu de dignité humaine.